Bonjour, pourriez-vous vous présenter personnellement, donc vos études, votre parcours professionnel? Très bien, Jean-Michel Catalan, études classiques, École supérieure de commerce de Provence, puis un master agro, suivi de 3 multinationales, une française et 2 américaines. Dans la première, j'ai eu la chance que cette entreprise très connue dans le monde de l'économie mondiale, je dirais, me mette les pieds sur terre. C'est-à-dire apprenne aux jeunes étudiants que j'étais à observer et à traiter les réalités du quotidien. L'attention, la rigueur, le mode opératoire, la méthode étaient ses caractéristiques. La formation est devenue sa caractéristique essentielle. Et j'ai pu y gravir des échelons de responsabilité, manager des équipes, apprendre à manager des équipes et me développer dans ce management-là. Ensuite, je suis rentré dans une entreprise, par voie d'annonce également, qui est une première multinationale américaine, leader mondial du conditionnement de produits alimentaires. Cette entreprise me demandait d'abord d'avoir une fonction commerciale de responsabilité sur une année, et puis ensuite de prendre les développements de cette entreprise dans un domaine particulier, c'est-à-dire le pôle produits carniers à son siège. Donc je me suis acquitté de cette tâche sur un an de terrain avec une ouverture commerciale solide auprès d'opérateurs industriels, connaître leurs besoins, connaître leur activité, connaître leurs procédures, donner des réponses adéquates, me familiariser avec ce monde industriel, de niveau PME, TPE et grande entreprise. Puis à ça, au bout de l'an, j'ai été effectivement promu et j'ai intégré le siège social de l'entreprise en région parisienne. Je me suis ouvert là à des projets de développement importants qui touchaient le domaine produit carnier, France d'abord, Europe ensuite. J'ai travaillé en relation ouverte avec les instituts INRA, ISHA, Institut national de recherche agronomique, dont INRA de T à côté de Clermont-Ferrand, INRA de Boulogne-Josas, avec Madame Fourneau qui était un grand pont dans la matière à ce moment-là, INRA de Rennes. Donc j'associe des études techniques et des ouvertures terrain de mise en place de l'ensemble des procédés. Donc cette adéquation produit-process a été un des objets majeurs de ma fonction de développement sur 2 ans, 2 ans et demi. Nous avons développé des procédés France et internationaux en Irlande, au Danemark, en Allemagne, en Belgique, Hollande, en Suisse, en fonction de l'état d'avancement des travaux dans les pays concernés et en relation avec les équipes en place. Donc, je travaillais en fonctionnel avec les équipes en place qui étaient des gens de développement et commerciaux qui, eux, avaient une clientèle industrielle à développer. Ensuite, un cabinet de recrutement est venu me proposer de prendre la direction des ventes de la concurrence. À ce moment-là, c'était une gageure, puisque j'étais dans une société leader mondiale qui n'avait qu'un seul défaut, à mes yeux, à mon sens, c'était l'arrogance. Alors allez-vous me dire, l'arrogance, quel défaut? Oui, c'était un défaut qui consistait, si vous voulez, en pratique, à avoir des réponses précises à des clients, à avoir des interventions épistolaires à leur endroit, leur indiquant que, à cause de la hausse du pétrole, eh bien, systématiquement, ils auraient 3,5% de hausse à tel moment. Et ceci pouvait être reproduit dans l'année classiquement. C'est donc une attitude de fier, d'arrogance. Et les clients français de cette société, qui était dans le domaine des produits frais au sens large, produits laitiers comme produits carnés, donc la cuisine et autres, vivaient mal ce type de situation. Mais il fallait être en interne pour le percevoir, et j'ai donc décidé de rejoindre la concurrence pour définir une stratégie qui consistait à prendre des parts de marché face à cette perspective. J'ai réuni les commerciaux de la concurrence, qui ont été étonnés de mon arrivée, parce que quitter un géant pour entrer dans une société PME et devoir faire face aux géants que je quittais était une gageure. Donc à ce moment-là, j'ai bâti une stratégie simple et claire, qui était de proposer à tous les commerciaux de rencontrer leurs clients et prospects, en leur demandant simplement combien, selon eux, ils devaient représenter, c'est-à-dire nos équipes devaient représenter en termes de
part de marché chez l'industriel, de manière à ce que l'industriel puisse négocier. Les industriels de notre territoire ne pouvaient pas négocier avec le leader, compte tenu de ce que j'ai précisé précédemment. Nous leur proposions l'opportunité de négocier. L'objectif pour nous, en toute humilité, n'était pas de prendre des parts de marché importantes. Et l'objectif était de prendre pied sur le marché. Ce que nous avons fait, nous avons réussi. L'année suivante, j'ai été nommé directeur commercial. J'ai nommé les 2 commerciaux les meilleurs en France, donc dans une position de direction régionale. Et j'ai conduit la direction commerciale jusqu'au jour où, brusquement, j'ai été appelé un matin très tôt par le patron d'Europe qui me propose de prendre la direction générale d'Espagne suite au décès du directeur général en exercice. Donc il fallait prendre ce poste-là. Je n'avais pas 36 ans, donc 36 ans à faire en monsieur. J'ai pris la fonction, j'ai développé la même stratégie en Espagne et globalement les choses ont assez bien réussi. Nous avions à ce moment-là une contrainte qui est que, à mon analyse, qui était à la fois marketing, industriel, financière, retour sur investissement, rentabilité des capitaux investis, il manquait une ligne en Europe. Nous en avions 4 en Bavière. À mon sens, il en fallait une 5e. J'ai produit toutes les études destinées à démontrer l'intérêt de cette 5e étude, et les actionnaires américains n'ont rien fait. Même si la présentation a été en business review face à eux. Ils n'ont rien fait l'année suivante, c'est-à-dire l'année 1987. Donc en début d'année 88, j'ai présenté une étude complémentaire qui demeure, si vous voulez, dans le placard quelque part, le risque de ne rien faire. J'ai démontré que dans ce cas-là, nous allions fermer 5 filiales sur 8 en 5 ans. Notre groupe avait 8 filiales, pays scandinaves, Allemagne, Irlande, ou plutôt Grande-Bretagne, pardon, Italie, Espagne, 8 en tout. Nous allions en fermer 5. L'histoire a fait que je me suis trompé d'une année. Et je me suis trompé d'une filiale. Nous avons fermé 4 en 5 ans au lieu de 5. Là-dessus, j'ai eu de la chance, mais si vous voulez, la chance sourit aux audacieux, je pense. Effectivement, prendre une direction générale à 36 ans, c'est tout à fait spécifique. C'est trop jeune même. C'est très jeune. Et donc, j'ai eu un appel un jour téléphonique d'un commercial français que j'avais dirigé. Lequel commercial français, avec quelques minutes devant lui. Donc, concours de circonstances complet. Nous avons parlé de son business, son activité. Le tutoiement était de rigueur entreprise multinationale, donc on se tutoie. Et là-dessus, il m'annonce, en fin de parcours, ou en fin de discussion, merci pour le recrutement. Je l'avais recruté, effectivement. Et j'avais recruté un tel, et tel autre, et tel autre. Je me suis rendu compte que j'avais recruté 18 personnes, 18 cadres en entreprise, entre les fonctions françaises et les fonctions espagnoles. Surtout, je me suis rendu compte que les 18 cadres réussissaient. Donc la question de fond, c'est de savoir pourquoi ils réussissent. Le recrutement m'avait tenté parce que j'étais décisionnaire majeur en France et décisionnaire majeur évidemment en Espagne, puisque j'étais dirigeant. Dans le recrutement me tentait, le processus m'avait convenu totalement. Et donc, j'en étais à réfléchir sur les opportunités d'avenir, et j'avais écrit sur un cahier, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire. Et lorsque j'ai écrit recrutement, tout s'est brusquement éclairé. Là-dessus, j'ai mené une étude concrète de marché en France. En France, quelle société de recrutement, comment opère-t-elle, est-ce qu'elle passe par annonce, est-ce qu'elle passe par d'autres biais, étude complète de marché. Je positionne la concurrence, je positionne son savoir-faire, je positionne les honoraires, je positionne la pratique de marché, je positionne les compétences des gens, et je positionne derrière la possibilité d'intégrer le marché français avec succès. Donc là-dessus, mon étude est claire, je peux faire ma place à une condition, je peux développer ma position à une condition, d'être excellent. Et j'ai décrit ce phénomène-là personnellement, ça m'a été confirmé par la suite. Donc j'ai décrit ce phénomène-là personnellement. Mais j'étais devant une interrogation, celle de ne pas savoir pourquoi j'avais réussi mes recrutements en exercice, en entreprise. Et donc là, j'ai été
j'étais devant, si vous voulez, une sorte d'impasse. C'est-à-dire que je n'avais pas les bonnes réponses. Je me disais, mais c'était facile, tu connais le marché, tu connais la fonction. Ce sont des réponses qui ne tiennent pas à l'analyse. Donc j'étais tout à fait interdit devant la problématique. Et devant cette problématique-là, la question de fond qui se pose, c'est à ce moment qui peut t'aider. Je suis arrivé à me raisonner à un raisonnement bien spécifique. Seuls les gens qui peuvent savoir comment tu fonctionnes, quel est ton fonctionnement intellectuel, psychologique, ainsi de suite, peuvent t'aider. Donc, tu devrais en parler, je devrais en parler avec un psychologue. J'approchais 3 psychologues, 3 villes différentes, 2 messieurs, une dame. L'un des messieurs se désiste. Il me dit non, je ne marche pas dans cette démarche-là. Quelle était la démarche? Je leur proposais de bâtir n'importe quelle étude psychologique, des tests, études orales, discussions, toute la batterie qu'ils souhaitaient. Voilà ma proposition. Et je leur disais, oui, je souhaite que vous me disiez si je vais être nul, mauvais, faible, quelconque ou flou dans l'appréhension des personnalités qui nous font face. Le désistement de l'un qui n'a pas souhaité rentrer dans ce jeu-là, j'en ai trouvé un autre. Dans 3 villes différentes, les gens ne savaient pas que je procédais 3 fois à cette démarche. À l'issue de ce processus qui date d'avril 88, début avril 88, eh bien magnifique, j'ai eu la même réponse chez les 3, c'est-à-dire une forme de consensus. Quel était le consensus, monsieur? Vous avez une empathie telle que vous percevez totalement les gens qui vous font face. Point numéro 1. Point numéro 2. Votre problème viendrait de ne pas dialoguer assez avec eux, avec les gens. Dont il dit en avril 88. Point numéro 3. Mais comme vous avez et vous aurez envie de réussir, vous dialoguerez. Donc 2 des 3 m'ont dit, mais recrutement, allez-y. Alors quand on vous dit allez-y, il n'y a pas une réponse, il y en a 2, si vous êtes exhaustif. La première, c'est que vous comprenez pourquoi brusquement vous avez réussi vos 18 recrutements antérieurs. Et la deuxième, c'est courage, vas-y. Donc, fort de ces 2 réponses, j'y suis allé. La troisième personne ne m'avait pas tout à fait dit la même chose. Donc, je suis revenu un petit peu à la charge, et elle me l'a dit différemment, mais ça allait dans le même sens. Et j'y suis allé fort de ces éléments-là. Mon étude de marché est un mot-clé. Mon étude, je dirais, des personnalités à toucher est un mot-clé. J'y suis allé. Sur les personnalités à toucher, j'ai fait une étude très particulière. Quand vous êtes dans le conditionnement, vous avez la chance d'avoir face à vous des cadres supérieurs, des cadres dirigeants, des décideurs. Et donc, sur l'ensemble des gens qui étaient face à moi, dans la prospective marché français, j'avais énuméré 72 personnalités. Et sur les 72 personnalités, j'étais interdit sur la façon de procéder pour savoir comment j'allais articuler ma demande auprès éventuellement des uns et des autres. Et je me suis mis à les classer de 72 à 1. 72, c'est la personnalité que je connaissais qui me donnerait aucune chance dans le recrutement. Aucune. Même pas par amitié, mais pas du tout. Aucune chance. Et, à contrario, la personnalité numéro 1 était celle qui, selon mes analyses, selon moi, devait me donner des chances, ou une chance dans le recrutement. J'ai fait cette démarche-là qui s'est révélée être tout à fait intéressante, porteuse, et ça a été mon succès, le début de mon succès. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, je peux le citer, mais elle est très connue, elle est très notoire, c'est une grande marque française aujourd'hui. J'ai été reçu par ces dirigeants très vite, au bout de 48 heures, 48 heures après la demande que j'ai formulée auprès d'un directeur d'usine diligent, que je connaissais bien, et qui m'a mis en relation avec les dirigeants du siège. C'était une entreprise à ce moment-là qui pesait 800 millions d'euros. Les dirigeants au siège m'ont reçu, il y avait là un monsieur major d'HEC, et à côté de lui, un directeur général adjoint, polytechnicien.
je les connaissais bien. Je les connaissais bien pour avoir eu des relations fortes, commerciales en France avec eux, surtout le directeur général. Et j'avais eu l'occasion de le recevoir sur un salon international de l'emballage. Et j'étais en position de directeur général d'Espagne, je l'avais reçu simplement. Et à ce moment-là, je lui avais dit, c'est très très curieux, mais c'est vrai, vous avez une personnalité à recruter en France actuellement. Je n'étais pas du tout dans le recrutement. Mais la fin de mes propos avec lui ont été de lui dire, vous avez une personnalité à recruter en France actuellement. Et il a eu cette question, qui est-ce? Je lui ai donné le nom, et il se trouve que cette personnalité les a rejoints 4 mois après. Depuis, il m'a dit, mais il y a bien sûr longtemps de ça, il m'a dit que c'était le seul renseignement que je lui avais donné, que je ne lui avais pas fait payer. Voilà. Donc je vois ces personnalités, et à ce moment-là, le directeur général HEC me pose une question. Il me dit, Monsieur Catala, est-ce que vous acceptez un conseil? 37 ans, aux portes, ou à la porte d'une orientation de carrière, et en toute humilité, je me devais d'accepter le conseil. Et j'ai bien sûr accepté le conseil, et bien sûr abondé. Le conseil était le suivant. Dans votre domaine, ce qui est magnifique, c'est un domaine magnifique, vous avez une alternative. Soit vous êtes bon, soit vous êtes très bon. Voilà le conseil. Il me plaît à le souligner 24 ans après. Là-dessus, il m'a donné ma chance, en même temps que le président, qui n'était pas encore rentré en séance avec nous. Le président est rentré en séance pour me connaître, je ne le connaissais absolument pas. Je l'avais juste vu en photo. J'ai osé quelque chose de particulier à ce moment-là. Il est rentré dans mon dos dans la salle, je me suis levé et j'ai osé donner son nom, alors que je l'avais vu à peine en photo. Je ne me suis pas trompé. Il est allé s'asseoir en face de moi, et encore une fois, il a voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière Jean-Michel Catala, derrière le recrutement. Était-ce une velléité? Était-ce profond? Était-ce solide? Était-ce durable? Était-ce conséquent? Il a voulu savoir tout ça, et je l'en remercie. Voilà comment ont été mes débuts dans la profession. Il y a toujours eu en moi une relation d'aide marquée aux gens. En 1993, récession économique, suite à l'entrée de Saint-Michel et dans le golfe Persique, nous avons eu une masse de candidatures au quotidien de cadres qui étaient licenciés. Et j'ai pris la décision de les aider à ce moment-là. Le livre que j'ai écrit 15 ans après ou 16 ans après, c'est la quintessence de l'ensemble de la relation d'aide. Et c'est une relation d'aide pour l'avenir, vis-à-vis des cadres supérieurs et cadres dirigeants, pour conquérir un emploi. Parce que le mot juste est conquérir un emploi. Le recrutement, c'est le concours le plus difficile. Pour l'ENA, il y a 300 postes. Pour le recrutement, il y en a un. Il faut être celui-là, ou celle-là. Bien. Comment conduisons-nous donc nos recrutements? Eh bien, fort de l'approche précédente avec le directeur général de HEC, et nous avons souhaité toujours être très 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 élitistes, c'est-à-dire aller chercher les meilleurs. J'avais déterminé dans mon étude de marché que la chasse de tête était l'élément clé de notre succès. Parce que répondre à une annonce, c'est rencontrer des gens qui, sur une mission, valent 12 sur 20, 11 sur 20, 10 sur 20, et moins de 10 sur 20. La chasse, c'est l'heure d'aller chercher des gens qui valent 15 sur 20 au-dessus, et au-dessus, par rapport à une mission. Donc ils vont l'accomplir parfaitement. Donc nous avons œuvré dans la chasse de tête depuis toujours, et c'est la marque de fabrique du cabinet. Derrière ça, nous avons sélectionné des gens de haut vol et les avons mis en place. Cela a créé des références en France et à l'étranger, des références notables dans toutes les fonctions de l'entreprise, du niveau le plus bas, le commercial, au plus élevé, le DG, et toutes les fonctions finance, les fonctions RH, les fonctions marketing commercial, production, direction industrielle, direction générale adjointe, direction de filiale, et ainsi de suite, toutes les fonctions. Bien. Notre savoir-faire particulier, c'est d'être spécialiste. Et j'avais déterminé que la spécialisation est un élément clé du succès. Parce qu'encore une fois, les 72 personnes étaient toutes dans l'agro. Et donc, la stratégie de spécialisation
s'est révélé être la bonne trajectoire à mener autour de l'agro et de l'agriculture, parce que le bouche à oreille fonctionne. Si nous recevions bien les premiers candidats, s'ils avaient en face des consultants de valeur, ils étaient capables de le dire. Ils le disaient à qui? Ils le disaient à des pairs, des cadres supérieurs. Mais parfois aussi, ils le disaient à un patron. Non pas qu'ils étaient venus nous voir, mais qu'ils avaient un ami, ils connaissaient un ami qui connaissait un cabinet. Vous voyez la subtilité. Et donc notre nom est arrivé au niveau des patrons. Et aujourd'hui, nous sommes connus en France. Voilà. Connus et reconnus. Nous sommes connus pour gérer des cas difficiles. Et nous gérons des cas difficiles, voire très difficiles. C'est-à-dire des cas où on nous dit, on a l'acception classique que tout le monde connaît, le fameux mouton à cinq pattes. Simplement, nous ne l'employons pas parce qu'on parle d'hommes et de femmes, donc nous sommes respectueux. Mais ceci image clairement la recherche que nous faisons, la personnalité qui va réussir. L'approche du cabinet n'est pas de présenter du candidat classique. L'approche du cabinet est de définir d'abord qu'est-ce qu'un candidat. Et là-dessus, nous nous éloignons du petit Robert ou du Larousse. Mon approche du candidat est la suivante. Un candidat est la personnalité qui va réussir chez vous. Donc, nous travaillons non pas sur la candidature en tant que telle, mais sur la capacité de la personnalité à réussir chez notre commettant. Si la personne, selon nous, ne réussit pas chez le commettant, nous ne la présentons pas. Donc nous avons des shortlists très intéressantes. Et là-dessus, personne ne perd de temps, ni les candidats, parce qu'ils jouent le poste, ils sont très motivés, ils sont de valeur, ni les décideurs qui savent pertinemment qu'ils vont recevoir des candidats de valeur. Il n'y aura pas de perte de temps. Donc nous créons un système vertueux, si vous voulez, candidats, décideurs et nous-mêmes. Et à l'issue d'un recrutement, nous posons la question aux décideurs, qui auront une question difficile, mais qui nous oblige absolument. Y avait-il, cher monsieur, dans le panel, quelqu'un que nous n'aurions pas dû vous présenter? Cela veut dire, avez-vous perdu 2 heures? Et les décideurs nous disaient immanquablement, non, l'ensemble du panel était bon. Ils approfondissent un petit peu le sentiment et l'analyse qu'ils ont de chacun. Mais in fine, le panel est bon. Ce système vertueux fait que nous sommes en place depuis 25 ans, 24 ans et demi, qu'à l'heure actuelle nous avons recruté, on ne va pas dire bien sûr dans tous les pays, c'est faux. Enfin, c'est pas faux, c'est pas une... je dirais, on ne peut pas parler de tous les pays, mais tous les continents. Sauf 4 continents, donc l'Europe c'est évident, les Amériques, l'Asie et l'Afrique. Nous n'avions pas de réussite en Océanie, Australie. Et curieusement, une société australienne est venue en France et puis elle s'est dirigée vers nous. Donc nous travaillons avec elle de concert depuis 4 ans, elle est satisfaite de nos recrutements. Et recruter en Chine n'est pas facile, surtout quand on vous dit recruter, est-ce que vous pouvez nous recruter un directeur financier dans le Shandong? Le Shandong, c'est à 3000 km de Pékin, et on vous dit, à ce moment-là, puisqu'on ne parle pas de 2013, on parle de 98, le Shandong, c'est carrossable. Donc, on peut vivre dans le Shandong. Voilà. Trouvez-nous un directeur financier pour le Shandong. Ce sont des gageures, ce sont des cas très difficiles. Nous avons recruté en Chine, dans d'autres pays d'Asie. Nous avons recruté en Amérique du Sud, pour un très grand groupe français multinational aussi, suivant la gageure suivante, si vous voulez. Nous bâtissons des hypermarchés remarquables au Brésil et en Argentine. Les Argentins, les Brésiliens sont très fidèles au commerce de proximité, donc ils sont très curieux. Ils rentrent dans nos magasins, ils voient nos produits, mais ils ressortent sans rien acheter. Trouvez-nous les directeurs d'hyper qui vont avec cette gageure-là. Voilà. Donc nous avons eu des gageures un peu partout, et c'est très exaltant d'avoir ce genre de choses, d'avoir ce genre d'approche. Voilà. Donc, le cabinet est bon, connu et reconnu, a fait son œuvre, je dirais. Aujourd'hui, nous sommes développés, mais nous sommes restés à taille humaine, parce que l'important, c'est le succès des gens que nous mettons en place, c'est la satisfaction de nos clients. Donc on ne va pas faire plus de recrutement que ce qu'il faut, et notre recherche
C'est plus une recherche de plaisir à rencontrer des gens, à les mettre en place. Mais aussi plaisir à dire à une personne, voilà ce qui manque, monsieur. Essayez de voir ce problème-là et vous allez vous développer. C'est un plaisir que de donner un avis à quelqu'un qui derrière ça va gommer un problème. C'est un plaisir particulier. Donc nous sommes dans une fonction hyper vertueuse surtout, qui n'a pas de défaut. Donc vous m'avez parlé du fait que vous travaillez pour ou avec des cas difficiles. Et je souhaiterais savoir ce que vous pensez des cas des docteurs, des personnes qui ont fait des thèses. Est-ce que vous avez déjà recruté ce type de personnes qui sont forcément à haut niveau, mais qui sont parfois considérées comme des cas difficiles? Très bien. Nous en avons recruté quelques-uns. À mon sens, pas assez. La problématique des gens qui ont fait des thèses, si vous voulez, c'est la problématique du domaine académique. Et derrière, ce domaine est confronté au domaine économique. Il peut y avoir une césure entre les deux et une incompréhension mutuelle du fait d'une communication non adaptée de l'un à l'autre. Les uns ont leur item, leur terme, et les autres ont leur terme aussi. Au plan économique, c'est assez souvent des anglicismes, bottom line, deadline, ainsi de suite. Au plan scientifique aussi, il y a leur terme. Il y a donc dans l'industrie une espèce de doute lié à la non-connaissance, on va dire, du docteur, de ses études, de tout ce qu'il peut apporter. Et cette espèce de doute, si vous voulez, est disqualifiant en termes de décision de recrutement pour une raison simple. C'est que le processus de recrutement de plus en plus, et depuis longtemps, est un processus au cours duquel des décideurs assis autour d'une table rencontrent une personnalité pour la première fois et se donnent la mission de savoir si la personne va réussir. Donc on lui pose la question, monsieur ou madame, déclinez votre carrière, parlez-nous de vos stages, parlez-nous de votre savoir-faire. Et donc le doctorant peut parler de choses qu'il a vécues. Toute la transposition doit se faire à ce stade-là pour les décideurs. Est-ce que ce qu'il a vécu est compatible avec notre besoin? Comment les passerelles vont être faites entre son vécu, son appris et notre besoin? Va-t-il s'adapter à notre culture? Et donc, beaucoup de questions se posent et les gens vont lui poser des questions d'ordre différent, d'ordre comportemental, psychologique, ses valeurs, ses forces, sa personnalité et d'ordre compétence. Je pense que les docteurs sont nettement adaptés aux sociétés très importantes parce qu'on a besoin de scientifiques de haut niveau, en qualité, en R&D, en supervision de la R&D, pour les fonctions de développement au sens large, pour une garantie totale et pour finalement faire en sorte que la recherche scientifique en interne de l'entreprise soit up-to-date, c'est-à-dire débouche sur des savoirs, des attitudes, des développements. Les très grandes entreprises, ça ne pose aucun problème vis-à-vis des très grandes entreprises. Lorsqu'entreprise, la taille d'entreprise diminue, entreprise importante, hein, qui est multinationale aussi, qui peut être multinationale aussi, mais bon, une petite multinationale, on va dire, ou entreprise nationale, ETI, et encore plus PME, toute la problématique est la problématique du doute qui s'insère parce que la personne ne sait pas faire le lien avec le besoin effectif. Et plus la personne va faire le lien avec le besoin effectif de l'entreprise, plus la personne va savoir dire, voyez messieurs comment je prends votre problème. Et plus elle va être admise. Et plus la façon dont cette personne prend le problème va être écoutée, observée, approfondie. Et plus dans ce cas-là, elle se trouve au cœur de l'entreprise. Elle a fait une translation entre ses études et l'entreprise. Comment je prends votre problème?
Si la personne a cette approche de dire voilà comment je prends votre problème, elle est déjà chez l'entreprise concernée, dans ses murs. Elle démontre comment elle prend quelque chose et comment elle doit évoluer. Ce que je conseille aux doctorants, c'est ça, cette approche exceptionnelle là pour eux. Parce que ce sont des gens qui osent, selon moi, la recherche scientifique totale, mais ils n'osent pas s'exprimer dans un concert économique. Ils osent nettement moins s'exprimer dans un concert économique. Or, il faut qu'ils osent devant des décideurs qu'ils ne connaissent pas. Voilà comment je prends votre R&D et voilà comment je procède pour en faire à 5 ans. On va lui dire, mais à 5 ans, oui, mes thèses sont des thèses de 3, 4, 5 ans. Donc je suis habitué à fonctionner à 5 ans. Donc votre recherche et développement, voilà comment je peux la faire évoluer à 5 ans. Voilà le type de produit que nous pouvons développer, voilà les types de procédés que nous pourrons développer, technologie, produits, ainsi de suite. Voilà le type d'études que je peux amener, voilà le type de ressources scientifiques que je peux amener à l'entreprise. Il faut oser se projeter. Il faut qu'ils osent se projeter, alors qu'ils n'osent aujourd'hui se projeter que dans la recherche. Il faut qu'ils osent se projeter dans la réalité du quotidien des entreprises. C'est une composante humaine qui est peut-être la plus difficile, mais qui pour eux est facile à partir du moment où ils ont une attitude à l'égal de l'attitude scientifique de connaissance de l'entreprise. Internet aujourd'hui leur délivre toute information sur la connaissance des entreprises. Il faut qu'ils creusent ce qu'est une entreprise dans le détail, son souhait, ses valeurs, ses stratégies, ses développements. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle va y faire? Qu'est-ce que la modélisation? Plus ils vont intégrer tout ce domaine-là, et plus ils vont pouvoir oser. Le problème, je pense, des doctorants, c'est de ne pas intégrer suffisamment de données sur l'entreprise. Et peut-être un peu de dire, ah oui, mais l'entreprise ne vise que le profit. Ah oui, mais l'entreprise ne vise que la mondialisation. Ah oui, mais l'entreprise, ce n'est que capitaliste. Et donc, dans ce cas-là, on rejette. On rejette. Plus le doctorant va faire les pas nécessaires vis-à-vis de la compréhension des entreprises, les enjeux, la spécificité, pourquoi l'entreprise est là, le contexte humain qu'ils apprécient, le contexte humain qu'ils apprécient, qui sera un atout, et plus ils se donneront des chances d'accéder. Parce que leur salaire n'est pas exorbitant, parce que leur savoir-faire est réel, parce que leur capacité à s'adapter sera réelle. Il faut, sur un autre plan un petit peu aussi, c'est accélérer le processus, je dirais, de conviction. Il y a des étudiants, et le commun des mortels, pour lequel le processus intellectuel est variable de l'un à l'autre. Je parle de processus, je ne parle pas d'intelligence. Processus intellectuel, c'est écoute, analyse, synthèse, décision. Nous avons tous eu 16 ans, et à 16 ans, nous nous sommes rendus compte que lorsque nos profs posaient une question, c'est toujours les 3 mêmes élèves qui levaient la main. Pourquoi ça? Parce que ils étaient brillants, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que leur processus intellectuel était très rapide. Écoute, analyse, synthèse, décision. Je lève le doigt. D'accord? À côté de ça, d'autres dans la salle étions en train d'écouter encore, d'analyser, de synthétiser. D'autres cherchaient leurs mots. Et les 3 premiers avaient le doigt en l'air. La fulgurance, c'est ça. C'est l'art de savoir manier ces 4 dimensions très très vite. Un docteur n'est pas fulgurant parce qu'il est exhaustif. Il vise à ne rien laisser au hasard. Donc il prend beaucoup de précautions qui interdisent sa fulgurance. Une des gênes que peuvent avoir des dessineurs, c'est le processus intellectuel. Non pas la puissance intellectuelle, mais le processus intellectuel des doctorants, parce qu'il n'est pas fulgurant par nature, alors qu'ils sont très brillants. Et j'en ai rencontré, on en recrute 2 par an, pas beaucoup, hein.
D'où c'est moi-même une grande société. Et de docteur en quoi? En agroalimentaire? Oui, dans l'agroalimentaire, des DEA et docteurs en sciences, en biologie, par exemple, en biologie, la plupart, hein, voilà. Mais qui ont mené des études, je dirais, très très approfondies sur des études moléculaires, par exemple, très approfondies notamment, et d'autres domaines encore. Voilà. Donc, ils peuvent intervenir dans les multinationales, bon, comme on l'a dit, sur des fonctions de qualité, notamment, hein, sur des fonctions R&D, surtout, sur des fonctions plus globales qui se dessinent là encore. Hein. Voilà. C'est plus rare dans les PME, il n'y en a pas. Je n'en ai pas recruté en PME. En ETI, oui, mais un chaque 3 ans en ETI, alors que c'est 2 par an dans le cas des multinationales ou de sociétés très importantes. Voilà. Et donc, la victoire est en eux. C'est à eux à aller chercher la victoire. S'ils veulent leur entrer dans le concert économique classique, c'est à eux à aller chercher les moyens d'y rentrer. L'économie est en place, les décideurs sont en place, il y aura toujours un DRH, il y aura toujours un DG, et un directeur industriel qui poseront une question, et qui seront autour de table pour décider. Il y aura toujours un brainstorming qui se déroulera une semaine, 10 jours, 15 jours après la rencontre des candidats. Il y aura toujours des questions qui se poseront à ce moment-là, et des questions qui seront posées à l'entretien. Donc il faut qu'ils fassent un entretien. Il faut qu'ils se muent en personnalité capable de convaincre. L'art de convaincre sera l'art fondamental. Art de convaincre de leur réussite dans l'entreprise donnée à laquelle ils postulent. Et derrière ça, ils doivent aller chercher plus encore l'intime conviction des gens qui leur font face. S'ils ne vont pas chercher l'intime conviction des gens qui leur font face, quelqu'un d'autre ira à leur place dans le processus de recrutement. Et s'ils vont chercher l'intime conviction de 2 personnes sur 3, la troisième posera des problèmes. Parce qu'elle mettra en avant des questionnements qu'elle a à l'endroit de la personnalité doctorante. Donc convaincre tout le monde, c'est l'art de s'exprimer sur tous les éléments d'un parcours, sur les passerelles entre le parcours et la problématique posée. Et c'est l'art de prendre le recrutement à bras le corps, en s'ouvrant aux autres, en étant chez eux, en n'attendant pas les questions. J'ai envie de dire, pour gagner un recrutement il faut prendre la parole. J'ai eu dit à des personnalités âgées, je suis âgé, voyez-vous, la soixantaine, personnalités 57 ans, qui ont gagné des recrutements. J'ai eu dit à des gens, j'ai cette situation-là en tête, écoutez, sur le panel, vous êtes 3, et on m'a déjà posé des questions à l'endroit de votre âge. Donc, eu les bonnes réponses, mais est-ce que je peux vous donner un conseil? Et chaque fois, les gens me disent, les candidats, les postulants me disent, oui, il n'y a pas de souci, je prends. Bon, écoutez, parfait. Le conseil est simple. Vous arrivez, vous prenez la parole et vous la gardez. Et comme vous êtes précis, disert, ouvert, exhaustif, que vous savez passer d'un dossier à un autre, que vous savez intéresser des gens, à un moment, il arrivera une question. Parfois embarrassé, c'est-à-dire précédé d'un tout sautement. Parfois moins embarrassé, vous répondez aux questions et vous reprenez votre fil et vous poursuivez. L'art de gagner, c'est l'art de se mettre en scène pour développer un savoir-faire juste, dans la justesse et la précision sémantique. L'art de convaincre que si nous entrons, si vous rentrez dans telle entreprise, vous allez y réussir. Et pourquoi vous allez le faire? On ne laisse rien au hasard. On n'aime pas la culture d'entreprise, on n'aime pas la culture du savoir, on n'aime pas la culture de dirigeants et autres. On ne laisse rien au hasard. On va rentrer chez vous pour réussir. Je vais rentrer chez vous pour réussir.
je m'honore personnellement dans ma carrière d'avoir postulé à 3 entreprises et chaque fois d'avoir eu le poste. C'est moi-même qui ai eu le poste, chaque fois. C'était 3 multinationales. Donc je ne connais pas le phrasé qui consiste à me dire, monsieur, malgré l'intérêt de votre expérience, nous ne vous retenons pas. 2 fois par an, une fois chose, c'est moi qui ai eu le poste. Ça prouve donc que j'étais convaincant et impliqué. La première fois, 23 ans et 1 mois, j'étais muni de stage, c'est d'ailleurs pas grand-chose, j'ai gagné. Donc, j'avais de l'énergie. J'ai communiqué mon énergie de rentrer dans la fonction. J'ai communiqué mon énergie de m'impliquer totalement, de ne rien laisser au hasard, d'avancer, de faire mienne la culture d'entreprise, de faire mien la formation qu'on me prodiguerait, d'être à l'écoute, d'être respectueux et de donner ma chance à ce qu'un jour je managerai en les formant et en développant leur savoir-faire. J'ai, je pense, été suffisamment convaincant. Donc, pour moi, la problématique du recrutement derrière tout cela, acquise après 15 années d'expérience industrielle, eh bien, ce n'était qu'un suivi logique. Je sais comment on gagne un recrutement parce que je l'ai fait. Et parce que je le fais par personne interposée aujourd'hui, des cadres supérieurs, cadres dirigeants de valeur ou de grande valeur. Eh bien, merci.